foule. Le grand blond avec la chaussure noire. Qui est-ce? Un piège à con. Peut-être devez-vous accepter, mes amis? Oui, j'ai compris. T'as accepté, c'est bon? Ouais. Attention, Francis, t'acceptes? J'accepte. Non, c'est pas à la voix, t'es pas dans Blade Runner, il faut cliquer Appuyer. sur quelque chose. Et sur quoi? Françoise? Françoise, va l'aider, il a besoin de toi. Non, c'est pas ici que tu dois être là, c'est là-bas. Ouais. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et elle arrive. D'accord. C'est un vrai travail de famille. Hein. Vous connaissez vos phrases, mes petits bonhommes? Oui. On ne podcast que 2 fois, c'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire parce que le mot podcast est très dur à Simplement dire. parce que, Oui. en fait, il faut appuyer pour dire j'accepte. Ah bah tu peux pas, oui. Et je sais pas faire quoi. Tu me dis, moi. Regardez. Merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Perfect. Ce podcast est un piège à con. Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En duplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, l'espion qui podcastait, et mes agents très spéciaux sont... Alistair. Ah oui, il faut que je dise la phrase tout de suite. Bravo. Oh putain, merde, je suis désolé. C'est pas grave. Toutes mes excuses, c'est lamentable. Vas-y, excuse-moi. Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce kikus? Et mes agents très spéciaux sont... Alistair, on ne podcast que 2 fois. Francis Weber, ce podcast est un piège à con. Il est très fort. Et aujourd'hui... Et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le grand blond avec une chaussure noire, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, ouvrons ensemble le dossier de ce classique de la comédie française. Le grand blond avec une chaussure noire. 1972, réalisé par Yves Robert. Mais avant de nous lancer dans ce nouveau podcast grand écran, un rappel important pour l'avenir de l'émission. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez Kinopod et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque week-end une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff sur des grands films comme Coup de tête où Guillaume Canet et mon père, le cinéaste Francis Weber, évoquent ensemble le film ou encore Le Jouet où mon père, toujours, retrouve Pierre Richard pour parler ensemble de leur extraordinaire collaboration, ou encore Titanic, L'Exorciste et plein d'autres classiques du 7e art et des surprises. Et maintenant, sans plus tarder, reprenons la suite de notre programme. Le pitch, le fameux résumé du film en quelques mots, comme si vous étiez un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre 2 étages. François Perrin, un violoniste, porte un jour par accident une chaussure noire et l'autre marron. Ce détail incongru entraîne Toulouse, un chef du renseignement français, à le choisir comme bouc émissaire. Et, afin de se débarrasser de Milan, son rival au sein des services secrets, il lui fait croire que Perrin est un redoutable espion. À partir de cet instant, chaque détail de sa vie quotidienne devient suspect et s'ensuit la proverbiale série de rebondissements et de gags désopilants. Alors, avant que Francis ne nous raconte plus en détail la genèse du film, Alistair, co-rédacteur en chef du grand magazine Schnock, Quel vieux schnock. tu nous as aidé à choisir le film aujourd'hui. Tu en as déjà parlé dans Schnock ? Oui, alors on a évidemment, c'est un des films majeurs pour la Schnock Nation, quoi. Donc on en a parlé à 3 reprises. La première, ça a été avec Pierre Richard, qui était le numéro 5 ou 6. La deuxième, c'était avec Feu Mireille d'Arc, à qui on pense, qui avait d'ailleurs assez longuement développé, on en reparlera tout à l'heure dans l'interview, ce qu'elle avait ressenti sur ce film. Et la troisième fois qu'on avait parlé, c'était avec Jean Rochefort, enfin malheureusement pas vivant, mais on avait fait un numéro spécial Jean Rochefort où on évoquait le cas
Grand Blond. Donc, ça fait un film archi-schnock. Génial. Schnockissime. Génial. Et Bernard Blier, vous aviez aussi évoqué, parce qu'il est fantastique dans le film, on va en parler. Pourquoi il ne va pas chez le dentiste? Hein? Pourquoi il ne va pas chez le dentiste? Ah ouais, mais Blier, on n'a pas encore fait de numéro, mais Ça il va mérite. falloir. Il va falloir le faire, oui, parce qu'il est extraordinaire dans le film, évidemment. Il jette du pain au canard. Oh merde. Ah, fantastique. Papa, tu permets que je t'appelle papa? Non. Tu vas nous raconter un petit peu donc d'où est partie l'idée en fait. Moi j'ai lu pas mal de choses sur la genèse du film, mais je voudrais l'entendre de ta bouche. C'est à toi. Bah écoute, j'avais fait un premier film à succès, et c'était le tout premier, parce que c'était le deuxième en fait, et le premier avait été un bide affreux, qui s'appelait Appelez-moi Mathilde. Le deuxième en question, c'était Il était une fois un flic, avec Mireille d'Arc et un Lino Ventura Light qui était Michel Constantin, tu vois. Ah bon? Et il y Ouais. avait un petit garçon avec eux, et ça s'est très bien passé pour moi, parce que ça a marché. Un petit voyou, voilà ce que tu es. T'as pas honte. Oh, c'est pas drôle. Et surtout pour Alain Poiret, le patron de Gaumont International, qui a compris que j'étais peut-être un scénariste sous roche, tu sais. Ouais. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que Yves Robert, voyant le succès de Lautner sur ce qu'il était une fois un flic, a demandé que je travaille pour lui sur Le Grand Blond. Il y a eu une bisbille entre Lautner et Yves Robert, ils se sont battus tous les deux, etc. Bref, mais enfin, Yves Robert a gagné, si j'ose dire, et j'ai travaillé pour lui. Et j'ai rencontré pour la première fois Yves Robert. Et c'était un personnage, je me rappelle, il avait repris l'expression de Vera Corren, qui était la directrice du théâtre de la Renaissance, il y a très longtemps, et qui appelait tout le monde mon grand chien. Et il me disait bonjour mon grand chien, comme ça, en se caressant la moustache. Merci, monsieur. C'est mieux sans moustache. Et ce type, donc, me donne une idée qui était pas bonne. C'est-à-dire, il me dit, je voudrais faire un film d'espionnage. Un type arrive à Orly, par exemple, et puis il s'installe dans un des salons de transit, et il a une boîte d'allumettes. Il allume une allumette d'une certaine manière, et immédiatement, tu as 5-6 personnes qui le regardent avec acuité, comme ça, en se disant, ah, c'est lui. Avez-vous une allumette? Non, mais j'ai un briquet. C'est mieux encore. Oui, tant que ça marche. Ce sont des espions internationaux. Et ces gens-là vont s'acharner sur ce malheureux, alors qu'il a la seule chose qu'il ait faite, c'est d'allumer une allumette, tu vois. Ouais. Je réfléchis et je le rappelle et je lui dis, bon, on va se retrouver avec un film style Les Espions, ou, je sais pas, moi, le truc qu'avait fait aussi, je crois, Lautner. Les barbouzes. Un barbu, c'est un barbu. Trois barbus, c'est des barbouzes. Les Barbouzes, etc. C'est-à-dire qu'on aura toujours les mêmes acteurs qui jouent le russe Peter Ustinov à l'époque. Oui, je donne chaque jour un peu d'espoir à mes pauvres compatriotes d'Europe centrale. On aura Jess Hahn, l'américain. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Tout ça est mort depuis longtemps. Qui dira, nous, pas du tout. Quand on est à la CIA, on ne fait pas du tout ça comme ça. Nobody's perfect. On va se retrouver avec le même genre de film. Alors, qu'est-ce que tu as comme idée, mon grand chien, il me dit. Alors, je lui dis, ben voilà, à mon avis, ça serait plus intéressant d'avoir peut-être le patron d'un service secret dont l'agent veut être calife à la place du calife. Quelqu'un a essayé de m'accrocher une casserole aux fesses, c'est vilain. Très vilain, monsieur. Et c'est Bernard Blier qui jouait le rôle de l'adjoint qui voulait devenir le patron. Le patron, qui est roué comme c'est pas possible, décide, comme tu l'as raconté, de lui mettre entre les pattes un innocent, qui est Pierre Richard, qui a une chaussure noire. Prenez n'importe qui, un homme dans la foule, le plus anonyme possible. Je partais du principe qu'un innocent observé à la loupe est suspect. N'importe lequel. N'importe qui. Un homme dans la foule. C'est-à-dire, si on t'observe par caméra, par micro, et que tu fais un truc, je sais pas, par exemple, tu tires la chasse d'eau 2 fois. Qu'est-ce qu'il a tiré la chasse d'eau comme ça, ce con? Bizarre. Oui, c'est bizarre. Pourquoi il a tiré la chasse d'eau 2 fois, là? C'est un code. Il tire la chasse d'eau. Comment ça, il tire la chasse d'eau? C'est un signal. Et c'était ça. Et tout le film est basé là-dessus, en quelque sorte. C'est sans ses yeux qu'il trahisse. Ouais, c'est un très bon ressort de comédie. Alistair, tu sais qui avait été pressenti pour jouer le rôle de François Perrin? Je crois que c'est la première fois que tu utilises le personnage de François Perrin, Francis, mais on va revenir là-dessus aussi. Tu sais quel était le premier acteur qui était pressenti pour le rôle? Pas du tout.
C'était Claude Rich, Et vous voudriez que ce soit moi? Oui! curieusement. Ouais. Ouais. Et Francis, je crois que c'est toi qui as suggéré Pierre Richard, parce que tu l'avais rencontré dans un de tes premiers boulots, qui était quand tu écrivais pour la télévision l'agence intérim, et tu lui Ouais. avais dit à l'époque, on a vu ça dans la spéciale Le Jouet, qu'un jour vous retravailleriez ensemble. J'y vais. Et en fait, quand tu l'as suggéré à Yves Robert, avec qui il avait déjà fait quelques films déjà, je crois, lui tout de suite a vu le potentiel comique du personnage avec un Pierre Richard, plus qu'avec un Claude Rich qui aurait été plus sérieux, entre guillemets, si tu veux. Oui, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais c'est pas très grave. Il avait déjà Pierre Richard dans la tête parce qu'il avait produit Le Distrait Et monsieur, je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Et vous, monsieur, vous êtes chez moi. et qu'il était en train de produire Les Malheurs d'Alfred. 25 ans de mariage. Tiens, je te fais franchir de seuil dans mes bras, comme jadis. N'oublie pas de prendre les patates. Ah oui. Pierre était déjà metteur en scène, effectivement, à l'époque. Oui. Oh, il y a des jours. Et c'est vrai que c'est tiré de l'autobiographie d'un homme qui s'appelle Igal Shamir, qui s'appelle La Cinquième Corde, qui était un violoniste. Tu connais ça? Absolument pas, non. Ah bon, parce que c'est dans Wikipédia, ma Bible, et c'est ce que Yves Robert disait en parlant apparemment, c'était basé sur l'autobiographie de ce violoniste et de ses mésaventures, mais je sais pas s'il y avait un background d'agent secret. Alistair, ça fait partie de ces films que tu regardais avec ton frère quand tu étais petit, à la télé? Ah oui, oui, bien sûr. Ça passait énormément à la télévision et c'était comme on disait la dernière fois, il y avait plusieurs couches, quoi. Ça marchait à un niveau, quand tu avais 5-6 ans, ça a fonctionné par les pitreries de Pierre Richard notamment. Mais qu'est-ce que c'est que ce Gugus? Et puis ça marchait aussi maintenant, à nos âges avancés, ça marche encore pour la réflexion de façon plus politologiste du monde occidental. Non, mais ça marche à plusieurs échelles et à plusieurs âges, donc c'est ça qui est formidable. Pourquoi un violoniste? Parce qu'il avait une chaussure noire. Et c'est drôle parce que j'avais rencontré à une projection privée un des héros de la guerre sur plan de l'espionnage qui, je crois, s'appelait le colonel Passy, ou un ton comme ça. Et il a vu ça, hein, et moi je pensais qu'il allait me dire, il m'a dit non, c'est très très bien parce que les services secrets c'est aussi con que ça, il m'a dit. C'est drôle, hein. Ça m'avait frappé. Puis un autre truc qui m'avait frappé aussi, c'est que le titre ne nous a pas servi au départ du tout. Parce qu'il était abstrait, et que moi j'ai rencontré même quelques mois plus tard des gens qui me disaient tiens, je viens de voir Le Grand Pied Noir avec une petite blonde, tu vois, c'est-à-dire que c'était pas un titre facile. Et la première journée n'était pas bonne, la première semaine n'était pas bonne, et le film s'est fait sur un bouche à oreille, et on a fait 1 million d'entrées sur Paris. À l'époque, on comptait en millions d'entrées sur Paris, hein, on comptait pas sur la France encore. Et ça, c'est un des premiers aspects, si tu veux, de l'espèce de bizarrerie du film. La deuxième bizarrerie, ma rencontre avec Vladimir Cosma. Parce que Cosma, moi, j'étais pas metteur en scène, donc les musiciens, je les connaissais pas bien. Et en plus, étant dialoguiste, la musique me gênait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ça empiétait sur mes dialogues, tu vois, et qu'il m'emmerdait avec sa musique. Et Yves Robert a eu une idée étrange. Il a pris ce type qui a pris, lui, Zamfir avec sa flûte de Pan, pour en faire une forme de musique tzigane sur un film d'espionnage. C'était pas du tout une musique en situation. J'étais incrédule au départ et en fait c'était formidable à l'arrivée. Et en plus tu as dit une chose juste sur Cosma, tu as dit c'est notre Mancini français. C'est un des derniers musiciens de film qui fasse des vraies mélodies, qui faisait des vraies mélodies dans les films. Surtout, c'est très compliqué de scorer la comédie, comme tu le sais mieux que personne, Francis. Mais là, l'idée de génie de Cosma, c'est qu'au départ, le brief qu'on lui donne, c'est fais-nous un pastiche. Un pastiche, pardon. C'est Sean Connery qui dit pastiche. Non, c'est surtout toi, c'est toi l'alcoolo. Et il dit non, je vais pas faire un pastiche de James Bond. En fait, et c'est cette idée de la flûte de Pan qui est géniale, parce que c'est comme la musique du Troisième Homme. Tout d'un coup, ça donne une identité au film extraordinaire. Toi, tu disais, Francis, que ça parasitait, t'étais pas content, j'ai lu dans Wikipédia une fois de plus, que t'étais pas content au départ de cette musique, qui tu croyais parasiter effectivement tes dialogues, alors qu'en fait, qu'elle vit très très bien avec les dialogues, en fait. Non mais Alistair, tu connais mieux que personne l'importance de la musique dans un film. Bien sûr. Moi pas à l'époque. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'en effet, il y a
À la limite, s'il y avait un personnage un peu venant de l'Est dans ce film, je crois pas qu'il y en ait vraiment. Il y a aucun lien avec le synopsis. Donc, c'est gonflé de sa part de venir proposer ça, Ouais. alors Ouais. ça n'a rien à faire là-dedans. Mais évidemment, ça accroche. Mais je comprends le sentiment que vous avez eu, Francis, parce que quand on s'attend pas à un truc et qu'on nous propose quelque chose qui sort de nulle part, il y a un moment de sidération parfois, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et là, ça marche parce que c'est en effet la mélodie est là et puis ça fait gimmick tout de suite, ça fait un gimmick. Alors en revanche, dans la suite, Le voilà. dans le Retour du Grand Blond, il relie le thème en le James Bondisant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a vraiment un clin d'œil Ouais. là du coup qui est Ouais. complètement assumé Ouais, c'est vrai. à James Bond. Ce ministre, qui est un parfait ahuri, vous prend pour James Bond, Monsieur Perrin. Moi? Mais l'importance de la musique, je l'ai comprise par la suite. C'est-à-dire que je me rappelle évidemment de musique comme Le Troisième Homme par Anton Cara. Je me rappelle des Jeux Interdits C'est interdit de jouer ça. Et pourquoi? Comment ça s'appelle? Jeux interdits. et des films de Maurice Jarre aussi. Tu sais, que ce soit Jivago, que ce soit le film. Sans parler de Morricone, de John Barry, de Lalo Schifrin, de tous ces Tout ça. grands musiciens, Et de tout ça, Bernard Herrmann. ça m'a pris du temps parce que un dialoguiste est un type qui a la musique des mots dans la tête pour arriver à diriger l'acteur et essayer de considérer l'acteur comme un interprète pour qu'il te restitue ce que tu as écrit toi. Ce qui fait que la musique en plus me paraissait inutile. J'avais envie que les gens disent mon texte et qu'on vienne pas les emmerder avec des notes de musique. Ce qui est une chose, c'était idiot, quoi. Mais maintenant, je suis content de certaines musiques de mes films et pour cause, hein. Et c'est vrai que Cosma a souvent récupéré le folklore d'une culture pour un film, comme il l'a fait avec le Mexique pour La Chèvre, et de Ouais. façon brillante, ouais. Et Cosma est un Mais- personnage inouï, tu sais. Parce que c'est un personnage de roman. Il disait de lui-même, c'est un accent merveilleux que j'imite à moitié, il disait « Être roumain, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier ». Et effectivement, il était malin comme un singe. Et il tenait ça de son père, qui s'appelait Théodore Cosma, personnage hallucinant aussi, qui se faisait passer pour Joseph Cosma, comme s'il avait composé Les Feuilles Mortes, tu vois. Et puis, il arrivait, par exemple, chez les gens, on lui faisait des ristournes. Tu vois, il se faisait un costume, on lui faisait 10% de ristournes. Et pardon pour ce trivia, je vais le faire très court, mais il avait une spécialité, c'est qu'il allait à la maison du caviar. Ah, monsieur Cosma, comment ça va, etc. Très bien. Je veux goûter un caviar, si possible, pas trop salé. Alors, on lui donnait une petite cuillerée d'ossiètre. Il le goûtait, il disait, non, non, pas ça, non, beluga, fais voir beluga. On lui redonnait une cuillerée de beluga. Oh non, 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 pas ça, sévruga. On lui donnait du sévruga, un autre caviar qui goûtait. Redonnez-moi un peu d'ossiètre. Il se gavait de caviar et il partait gratuitement, tu vois, c'était le personnage. Eh ben, le fils a hérité ça, plus un immense talent de musicien. C'est vrai. Est-ce que vous avez parlé de Cosma dans Schnock? Vous l'avez interviewé? Alors dans le non numéro de Pierre Richard, il y avait un papier sur le making of de ce titre enfin tout ce qui était dedans vient d'être raconté par Francis, donc j'ai rien à rajouter, sauf que vraiment il y a une audace parce qu'en plus il débute un peu à l'époque Cosma, hein. Il a remplacé Michel Legrand, c'est un peu un assistant de Michel Legrand au tout début. Il était le nègre de Michel Legrand. C'est un nègre. Voilà. Et donc, Legrand, pouvant pas bosser avec Yves Robert, dit à Cosma, bah vas-y. Et c'est comme ça qu'il s'impose. Mais donc, C'est ça. il est un peu gonflé de dire, non, mais attendez, moi, je vais pas faire un pastiche de James Bond, je vais vous faire un truc, ouais, c'est un peu le... C'est génial. Le passage de James Bond aurait été oublié, alors que cette musique de Zamfir, on s'en rappelle encore aujourd'hui, quoi. Exactement. Et ça définit complètement le film, bizarrement. Et tout à coup, on sait ce que c'est. Mais ça, la légèreté des Panthères Roses de Mancini ou de ces films, tout d'un coup, où il y a une mélodie, comme tu dis, et en même temps, une légèreté fabuleuse. Et en même temps, alors, je vais rajouter un autre truc, c'est qu'il y a un côté absurde aussi qui est rajouté avec ce... Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et il y a d'autres moments dans le film qui sont très absurdes, au sens humour absurde, je veux dire. Et là, ça donne une espèce de nouvelle fenêtre absurde
dans un film qui est déjà, déjà là, en plus, c'est en plein dans la scène où l'autre, il a une chaussure qui est différente de l'autre. Puis il y a eu d'autres, enfin, il y a tellement de choses absurdes dans ce film. Pourquoi une chaussure noire? C'est finalement assez bien vu de sa part. Ça enrichit tout ça, c'est vrai, hein, c'est faux. Ouais. Il y a des choses en fait, on ne sait pas le travail du scénariste dans un film. Mais la robe de Mireille d'Arc que tu as là derrière, Ça s'est bien passé, le concert? c'est dans la colonne de gauche du scénario. J'avais écrit, elle a une robe décotée dans le dos et qui frise la correctionnelle, je me rappelle. À tout de suite. Donc c'est pas une idée de metteur en scène, tu vois. C'est un couple qui voulait voir le derrière de Mireille d'Arc. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit, Mireille? Parce que moi, j'avais lu dans une interview que c'était une idée d'elle, parce qu'elle, comme elle n'avait pas de poitrine, elle fallait qu'elle attire l'attention sur ses reins. C'est faux. Bon, c'est ce qu'elle nous dit dans l'interview. Non, mais c'est faux parce que c'est très tendre de ma part. J'adorais Mireille, c'était quelqu'un de formidable. Mais c'est faux parce que c'est écrit dans le scénario, tu vois. Cette question de qui est à l'initiative de ce truc-là, elle raconte surtout que sur le tournage, apparemment, alors ça, faisons-lui confiance, sur le tournage, il y a eu quand même une espèce de sidération de certains membres de l'équipe. Et de Pierre Richard aussi, il n'était pas prévenu. Et surtout, elle nous dit dans l'interview, Francis, elle nous dit que Yves Robert a découvert, ce qui me paraît un peu bizarre, mais qu'elle a découvert tout le monde ça sur le plateau, et qu'Yves Robert lui a dit « Attends, il faut qu'on rebidouille un peu ce qu'on avait prévu ». Donc, il y a eu un moment de latence, apparemment, où ça a un peu perturbé le plan de travail, mais je ne sais pas. Enfin, tout ça, ça fait partie, si tu veux, de ce qu'on raconte après. Parce que le scénariste est quand même à l'origine de tout. C'est-à-dire, c'est lui qui écrit les choses. Je ne me vanterai pas d'avoir écrit un truc que je n'ai pas écrit. Et là, je ne m'en vante pas non plus, parce que je trouve l'idée d'autant plus jolie que je l'ai sous les yeux, là. Et c'est vrai qu'il y a un travail avec Guy Laroche, magnifique, et je crois que la robe s'appelait Claire de Fesse. C'était un joli nom. C'est très, très beau. Amusant, oui. Oui, c'est un fesse à fesse. Enfin, de toute façon, c'est des histoires magnifiques, un film, finalement. Hein. Et elle est fantastique. On peut parler un peu de Mireille d'Arc quand même, rester encore un peu sur elle, parce qu'elle est merveilleuse dans le film. Elle est très belle, et puis en plus, elle est drôle. Ça m'a fait penser à Marilyn dans certains Lem Show. Elle a la même puissance comique, tout en étant aussi sexy que Marilyn. On parle pas assez de son talent. Je trouve qu'elle est assez mésestimée, parce que elle est extraordinaire. Ce qu'elle fait, le numéro de clown qu'elle fait quand elle se prend les cheveux dans la braguette de Pierre Richard. Me tirer les cheveux. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, au départ, elle a une voix de petite fille en disant « Ah, vous me faites mal !» Et ensuite, elle s'énerve. Mais je vais pas rester comme ça toute la nuit, tout de même. Il faudrait une paire de ciseaux pour couper la mèche de cheveux qui est coincée. Et ça, faut le faire. C'est une grande actrice. Et il y a une chose qui est très drôle, c'est qu'il y a une réplique qui n'est jamais passée tellement les gens riaient. Et quand Pierre Richard, qui a donc les cheveux de Mireille d'Arc dans sa braguette, là maintenant, vous avancez doucement vers la salle de bain, je vous suis. Elle est à quatre pattes et il se dirige vers la salle de bain. C'est passé. Et pour faire le trajet, j'ai ajouté une réplique qui était... C'était un charmant petit appartement ici. Vous avez un joli petit appartement. On l'a jamais entendu. Et en fait, on l'a entendu pour la première fois à New York à cause des sous-titres. Ah ouais. Les gens ont rigolé sur les sous-titres. Et je parle de New York à juste titre, parce qu'il y avait un type qui s'appelait José Luis de Villalonga. Tu te rappelles pas de ça? José Luis de Villalonga était un Espagnol qui jouait toujours des joueurs de polo. Il était extrêmement distingué, comme ça, très élégant. Et un jour, il est dans un cinéma à New York. Et ces cinémas, tu sais, où tu as les sièges qui montent vers l'écran, comme ça. Et il s'est assis, il avait acheté un des tout premiers pantalons à fermeture éclair. Et il y a une fille qui s'assoit devant lui, qui fait ça avec ses cheveux, et elle a les cheveux qui passent au-dessus du fauteuil, au-dessus du dossier du fauteuil. Et lui voit qu'il a fait sa fermeture éclair de braguette est ouverte. Il se lève, il tire et il coince les cheveux de la fille. Et ils sont remontés jusqu'aux toilettes du cinéma, tous les deux à la quatre pattes, etc., etc. Et c'est lui qui le racontait. Et moi, je lui ai piqué ça pour la robe. C'est drôle. Ah, pas pour la robe, pour les cheveux plutôt. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un motif, parce que quand la femme, Paulette, la femme de Jean Carmé, demande à Pierre Richard de faire le cheval. Fais le cheval. Non. Si, fais le cheval. Tout d'un coup, il se retrouve à faire le cheval avec Mireille d'Arc. Il a même demandé de faire le cheval. Mais Donc c'est vrai qu'il y a un motif. Alors c'est marrant. Alors, moi, je suis assez d'accord, Jean, quand tu dis que ça ressemble à du Billy Wilder, en fait, parce que je trouve qu'on est très proche de 7 ans de réflexion, d'Embrasse-moi idiot. D'ailleurs, que ça soit dans la scène de la braguette
ou que ça soit dans la scène de Fée de cheval ou je sais pas quoi, qui fait penser énormément à Billy Wilder pour moi, et notamment à Embrasse-moi idiot. Donc je sais pas si, enfin je sais que Francis Weber doit énormément apprécier Billy Wilder, mais Oh oui. On peut noter, ce qui est intéressant, c'est que et Billy Wilder et toi avez terminé votre carrière brillamment avec un remake de l'emmerdeur. Ouais, je dis que je l'ai tué. En fait, non, comme je vous le disais, quand on en parlait, j'ai un alibi, j'étais à Paris, il était là-bas. Mais c'est vrai que c'était son dernier film. Hein. C'est triste pour nous. En tous les cas, est-ce que c'est vrai qu'on propose le scénario d'abord à Dabadi et que c'est lui qui suggère ton nom à Yves Robert? J'ai lu ça. Non, en fait, c'était il avait suggéré mon nom pour un film avec Pinotto, en fait. D'accord. Ouais. C'est drôle. Et Alain Poiret, pardon, le producteur de La Gaumont, donc qui a fait plein de films avec toi, refuse le casting de Pierre au départ de Pierre Richard parce qu'il dit qu'il n'est pas connu en province, c'est pas une star en province. C'est vrai. C'est vrai ça. C'est étonnant. Alors attends, parce que c'est intéressant, il proposait qui? Alors parce que Claude Rich, à l'époque, c'est pas non plus une star en province. C'est vrai, mais attends, mais tu sais, la phrase de Milos Forman, casting is destiny, il voulait dans le rôle de Jean Carmé, l'extraordinaire rôle de Maurice, qui est un des personnages principaux du film, il voulait Jean Lefebvre, Alain Poiret. Oui, parce que c'est un copain à lui. Mais c'était moins bien. Bien sûr que oui. Du quoi? Du travail. Oh, bah ça, il connaît pas. C'est étonnant que le casting ait été aussi réussi parce que Allez, groupe-toi, Fédon. Allez, groupe-toi, Fédon, allez vite. il voulait pas de Pierre Richard, il voulait pas de Carmé, Poiret. Maurice. Yves Robert les a imposés quand même, et on pouvait pas trouver mieux. Carmé, comme Depardieu l'appelait le petit homme, Carmé était magnifique là-dedans. Et est extraordinaire, une puissance comique comme Bernard Blier, d'ailleurs, qui se retrouveraient tous les deux dans Buffet froid. Il y a un moment où quand Bernard Blier arrive avec son pistolet, avec son silencieux, face à Carmé, t'as l'impression que c'est une prequel de Buffet froid. Descendez-moi, flinguez-moi, c'est tout ce que je mérite. Tu sais, elle y sert un truc marrant, hein. C'est que tu as Carmé, en fait, ne voulait pas. Ma femme couche avec un fleuriste, etc. Tu vois, il butait là-dessus. Voler de couche avec un fleuriste. Et c'est un moment intéressant quand même, je veux dire. C'est très drôle. Ouais. Et est-ce que tu as fait un travail journalistique sur les espions? Parce que je sais que pour le téléphone rose, tu as fait tous les bordels du Venezuela pour te renseigner sur les putes. Mais là, est-ce que tu as travaillé un peu la question sur les espions? Est-ce que tu as interviewé des espions? Non. Donc, alors en plus, là, c'est le début d'une série. Et après, il y a la valise. Commandant Bloch, capitaine Augier. La meilleure équipe du monde. Après, il y a le Magnifique. Ici Bob Sinclair, j'écoute. C'est-à-dire qu'il y a toute une espèce de trilogie espionique. Exactement. Bonjour, Ça a été à la mode à un moment donné parce que tous les métiers dangereux prêtent à la parodie. Pardon. Qu'est-ce que je disais? Vous parlez d'abeilles. Ah oui. Et puis James Bond. James Bond était énorme. Non, mais par exemple, sur les chirurgiens, on a fait des métiers, des films sur des chirurgiens maladroits. À partir du moment où il y a un danger, hein, tu vois, ça c'est intéressant. François, t'es en danger. C'est vrai, mais le film est un parodie un petit peu de James Bond, tu sais. Ce que tu ferais encore plus dans le deuxième, la suite, Le Retour du Grand Blond, dont tu peux nous parler brièvement. Je crois que c'est pas celui dont tu es le plus fier, Francis, mais c'est un bon film, moi, je trouve. Moi pas, non. Je trouve que c'est pas réussi. Qu'est-ce qu'on pense, Alistair, du deuxième? C'est moins bien que le premier. On ne vous demande pas de juger. Ouais. Alors déjà, il y a un truc qui m'a étonné parce que je les ai regardés. Je suis un mec qui bosse, hein, vous savez, donc j'ai revu ça hier. Le deuxième, il fait 1h16. C'est-à-dire que c'est déjà un format qui est très rare, quoi. C'est 1h16. C'est presque un moyen métrage. Ouais. Un moyen métrage. Il vient de l'agriculture. Il a 45 ans, une femme imbaisable. Et 4 enfants. Ce qui tendrait à prouver qu'il est capable du pire. Il y a du pour et du contre dans le deuxième. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui marchent beaucoup mieux que dans le premier. Il y a des scènes mieux, peut-être encore plus cultes. Et après, c'est vrai qu'il y a peut-être un ou deux tunnels. Alors déjà, qui fait 1h16, peut-être que c'est... le premier est plus efficace, même s'il fait 1h30. On se pose pas de questions. Le deuxième, il y a des moments où on se dit « Ah, faudrait peut-être couper un peu, là. » Ouais.
Ça aurait été un teaser, quoi. Mais c'est celle qui a dit la chose la plus forte sur la suite, là, c'est Françoise, ma femme. Elle m'a dit, pourquoi tu veux faire un film de 3 heures avec un film d'1 heure et demie? Ouais. Et les gens qui ont découvert la sequel, c'est en faisant des prequels. C'est-à-dire que la grande force des gens qui ont fait le Parrain numéro 2 en partant avant la mort de Marlon Brando et en faisant un truc qui était ce qui s'est passé avant. Les prequels ont donné leur lettre de noblesse aux suites. Et sinon, les suites, c'est jamais réussi, à mon avis. J'en ai fait 2. Sauf les prequels de Star Wars par George Lucas, qui étaient terrifiantes. J'ai fait 2 suites. Moi, c'était ça, le Retour du Grand Blond, et c'était aussi la suite de La Cage aux folles, qui est pas bonne du tout. Bon, en tous les cas, c'est vrai qu'il est plus cartoon le deuxième, mais il n'a pas la force du sujet du premier, qui est de choisir Exactement. cet inconnu dans la foule, et de tout d'un coup, tout ce qu'il fait devient suspect, et donc il y a un moteur de comédie qu'on n'a pas dans le deuxième. Non, mais par exemple, la scène dans le deuxième où Pierre Richard arrive dans l'aéroport avec le tapis machin, et tout ça, c'est extraordinaire et c'est cultissime. La scène de pur gag où on essaye de le tuer là quand ils sont au Brésil et qu'il évite tout, c'est remarquable. Voilà, donc ça fait quand même, ça fait. Mais c'est plus le slapstick et le talent de Pierre Richard que celui de l'écriture de Francis. Ah ça je sais pas, mais Sa déclaration d'impôt. Il paie ses impôts, monsieur. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, monsieur. Décidément, il faut toujours qu'il se distingue, cet ahuri. Et puis il y a aussi une chose que j'ai dite, là, c'est dans un podcast précédent, c'est que les films où il y a des bons moments, c'est pas des très bons films en général. Je sais que Chabrol disait, moi, dans tous mes films, il y a des bons moments. Ouais. Enfin, il y a combien de grands films de Chabrol sur les 60 qu'il a fait, ou les 70? Il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. De la même manière, un film que j'ai fait où il n'y a pas des bons moments, mais où l'ensemble du film paraît être un bon moment. Et je le dis sans me vanter, hein, parce que bon, maintenant j'ai pris la distance par rapport à ce film, c'est Le Dîner de cons. Vous avez sûrement reconnu? Pardon? La Tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. On ne me dira pas, il y a des bons moments dans Le Dîner de cons. On me dit, c'est marrant, c'est un bon film. Ouais. Alors que c'est vrai que dans Le Retour du Grand Blond, c'est... C'est-à-dire, c'est formidable ce que tu as dit, Alistair, quand tu as dit, il faudrait en couper un bout, alors que c'est déjà une espèce de moyen métrage. Cette histoire va peut-être me coûter ma place. Vous allez me succéder à la tête du service, Bernard. il y a un truc intéressant, on a l'impression que c'est le début. Alors on parlait de préquel et machin, mais j'ai l'impression que moi le personnage de Rochefort qui deviendra Étienne Dorsey dans Un éléphant ça trompe énormément. Mais je vous fais peur ou quoi? Non. Est en gestation là. Et C'est pareil, drôle. j'ai l'impression que le personnage de Pierre Richard, par certains endroits, pareil, en gestation, le pignon ou le périn de la chèvre et consort. C'est quoi. drôle. Donc, C'est intéressant, ça. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a une chose, c'est que quand j'ai commencé à mettre en scène, moi, et que j'ai dirigé Pierre, j'ai essayé de casser toutes ces mauvaises habitudes. Alors que Yves Robert, lui, moi je le connais bien, Yves Robert, parce que je le regardais travailler. Quand on est scénariste, quand on vous accepte sur le plateau, parce qu'en général, on vous dit « Ah, bonjour, tu vas bien? Oui, bah attends, pousse-toi un peu. » C'est-à-dire que le scénariste, c'est un type qui est totalement méprisé sur les plateaux. Mais quand je regardais, je trouvais qu'il y avait des choses qui m'étonnaient, parce que je n'aurais pas dirigé les gens comme ça. À un moment donné, il y a un type qui s'appelle Cassia, je crois, qui joue un des espions, et qui dit... Allô? Monsieur? C'est-à-dire qu'il cherche à faire un effet sur 2 mots. C'est pour toi. J'ai eu ça avec Naomi Lenoir, qui est un mannequin ravissant que vous connaissez, et qui jouait le rôle de la copine dans La Doublure. La doublure. Ouais. Oui. Et qui arrivait simplement, elle avait une phrase à dire qui était au valet parking, qui était peut-être Danny Boone, peut-être, c'est ça, elle lui disait « J'en ai pour 1 minute ». Alors je lui dis non, Naomi, pourquoi tu dis 1 minute? Quand tu donnes ta clé de voiture, tu dis je j'en ai pour 1 minute. Ah bon, oui. Alors moteur, action. J'en ai pour 1 minute. Elle avait travaillé son truc, tu vois. Non, la guerre pas, j'en ai pour 1 minute. Monsieur Pignon est là. C'est très difficile de changer les acteurs qui veulent faire changer l'intonation des acteurs qui ont une toute petite phrase à dire. Je me rappelle, j'en avais un qui disait dans un film, je suis venu quand même. Et il arrivait en disant, je suis venu quand même.
Je lui dis, mais non. Et là, tu te bats contre un acteur en disant, mais non, 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 pas quand même. Non, je suis venu quand même. C'est très difficile. Et vous en parliez avec Yves Robert de ça, ou vous le laissiez faire, ou parfois vous interveniez, ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, tu peux pas intervenir avec. Pardon de te tutoyer, tutoie-moi si tu peux. Oui, non, parce non, mais que- on se tutoie, on se tutoie, on se tutoie. Ouais. Tu peux pas diriger un metteur en scène, parce que le metteur en scène commence à te détester à partir du moment où il prend ton enfant. Parce qu'il sait qu'il va falloir partager la paternité, et c'est pour ça que pendant très longtemps en France, c'était un film de Molinaro, Yves Robert, Granier de Fer. C'était un film de... Or, c'est faux. En Amérique, c'est directed by et written by, tu vois. Et ça, c'est-à-dire dirigé et écrit par. Et là, donc, si tu essaies de donner ton grain de sel, ça fonctionne jamais. Je me rappelle, je me disputais, mais j'ai déjà raconté, avec Granier de Fer, parce que Granier de Fer est un type qui était un contemplatif. Et on faisait un film d'action qui s'appelait Adieu Poulet. Adieu, poulet. Avec Ventura et Devers. Ouais. Et il voulait tout le temps des vols de cormorans, mais ça je l'ai déjà dit. C'est-à-dire on tournait sur une plage, et il voulait tout le temps, mais même quand il y avait une course d'action, comme c'est une course automobile, il disait, est-ce qu'on peut pas mettre un vol de cormorans? Mais fous-moi la paix avec tes cormorans, il n'y a rien à faire. Vergin, il est à Montpellier, Vergin. Pourquoi il voulait Oui, ça? parce qu'on m'a expliqué ce qui s'est passé avec Granier de Fer, c'est qu'il a été malade entre 10 ans et 14-15 ans. Je sais pas si c'est un problème de poumon ou un truc comme ça, mais il est resté allongé très très longtemps avec le regard sur le ciel à travers la fenêtre. Et il est devenu comme ça très contemplatif. Ce qui fait qu'il ne voulait pas, lui il s'en foutait que des gens se tiraient dessus comme ça dans deux voitures, que c'était du sang partout. Non, ça l'intéressait pas. Il avait trouvé très beau ce vol de cormoran comme ça. Et il voulait m'amener son univers dans un truc d'action et j'avais beaucoup de mal, moi. C'est le dîner de contemplatif, ouais. Pardon. Mais donc, je voulais vous choquer, réveiller un peu tout le monde. Mais donc, il y a un casting extraordinaire, on peut en parler un peu, parce que Paul Le Person est magnifique dans le rôle de l'adjoint. J'ai préféré un grand blond avec une chaussure noire à un grand noir avec un loden vert. Il est toujours magnifique, Le Person, oui. Ouais, on le verrait dans Coup de tête, où on voit d'ailleurs également Maurice Barrier dans le film qui ressemble plus que jamais à Charles Bronson. Je peux pas suivre un vélo dans Paris, moi. Et qui fait un des hommes du service secret également. Donc il y a plein d'acteurs qui sont très bien castés. Il y a deux Castel, il y a Robert et Colette Castel qui sont pas de la même famille, je pense. Hein, mais... Non, il y a des ballons qui viennent de passer. Je sais pas pourquoi il y a des ballons de chez moi. Je sais pas non plus, mais tu dois avoir une fonction décorative. Mais Colette Castel, elle n'était pas la moitié d'un duo qui s'appelait Castel et Sayuke, celle qui joue Paulette. C'est ça, hein. Ouais. Et il y a Gérard Majax aussi qui fait un des membres du service secret, qui a toute une scène où il fait apparaître des trucs dans la penderie de Pierre Richard, ça c'est assez drôle. Mais tu sais que les seconds rôles dont tu parles sont effectivement dans Coup de tête. C'est des acteurs qu'on employait tout le temps. Il y a un chauve et une femme qui ont vraiment l'air sortis de la famille Addams quand même. Très curieux. Ah oui, il y a le pianiste là qui joue dans le grand restaurant là. Ah, c'est ça, voilà. Et Comment il y a ça une scène, je sais pas, mais il y a une scène aussi, où tout d'un coup c'est un vrai numéro de clown, soit à la De Funès, soit à la Marx Brothers, c'est la scène où il y a l'orchestre. Où tout d'un coup Yves Robert joue le rôle du chef d'orchestre et qui commence à tous faire n'importe quoi avec leurs instruments. Et c'est la tradition du cirque, ça, et des clowns. Et c'est surtout Hitchcock. Ouais, Hitchcock, avec l'homme qui en savait trop, je crois. Ou c'est ça. L'homme qui en savait trop, oui. Ouais. Exactement. Mais c'est très drôle. François Perrin, 32 ans, célibataire. C'est la première fois que tu utilises, on va en parler un petit peu, le François Perrin. Et c'est vrai que ensuite, à un moment, François Perrin est mort. Et tu es passé à François Pignon, qui était déjà le nom de Brel dans L'Emmerdeur. Mais comment ça se fait qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu as retiré Perrin, comme on retire un maillot de basketball pour les champions, et que tu es passé à Pignon? J'ai pas d'explication à ça. Je suis retourné à Perrin, je crois, dans La Chèvre, non? Oui, c'est ça, exactement. Et c'est bizarre, parce que La Chèvre, c'est moi qui l'ai réalisé, mais j'avais pas encore Pignon comme porte-bonheur, d'une certaine manière.
Ouais. Non, Pignon, je crois c'était dans Les Compères ou dans Les Fugitifs, où tout d'un coup, Perrin a disparu et Pignon est revenu. Il est revenu pour tout. Il est revenu pour les compères, les fugitifs, Le dîner de con. le dîner de con, enfin, le placard, tout ça, tu vois. Hein. Ouais, c'est fou, ouais. Ouais. Alistair, tu voulais dire quelque chose? En général ou Non, j'ai vu ta main se lever. Cette belle main. Ah non, j'essayais de voir si les culturelle. ballons revenaient, mais je sais pas ce qui s'est passé. C'est bien, tu nous fais une Il y a eu un- ambiance. Non, alors, si, j'ai un truc à dire d'intéressant, c'est possible. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on parle de cette scène du balcon. Voiture bourrée de drogue, des micros dans les statues. Il recule devant rien, Milan. Où Jean Rochefort et Le Person donc regardent le stade et Jean Rochefort, Oui. on découvre Oui. une possible sexualité originale, en tout cas inattendue chez lui, et qui se confirme dans le retour. Quel était C'est rare à l'époque. C'est rare à l'époque en plus. À vrai dire, je pense que c'est une idée d'Yves Robert. Ah, Ouais. Pas pour que, non, je me décharge pas de ça, si j'ose dire. Mais c'est simplement une idée d'Yves Robert parce que c'était intéressant de voir ce type qui était très ambigu, hein, Rochefort. Il le joue très très bien d'ailleurs. Hein. Merci, mon petit Bernard. Je me rappelle, parce que moi je l'ai pas revu, parce que je le connais, et ô combien. Mais je me rappelle quand il y avait Blier qui arrivait, quand il arrivait derrière Blier, et que Blier sursautait. Oui. Vous êtes bien nerveux, mon petit Bernard. Non, pas du tout, c'est que je ne vous avais pas entendu venir, monsieur. Eh bien, moi, la différence, c'est que je vous vois toujours venir. C'est-à-dire qu'il était vraiment, c'était un Machiavel, et il a ajouté cette espèce de sexualité ambiguë, comme ça, en regardant les jeunes gens. Je me rappelle, il devrait se couvrir, il a transpiré, il devrait mettre un... Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. mais ça fait partie en même temps de l'absurde du film, mais c'est vrai que, en plus, elle arrive assez vite, cette scène, elle arrive au bout de 5-6 minutes, c'est-à-dire que ça plante une ambiance un peu étrange quand même. C'est un film curieux parce que c'était très, très difficile à écrire déjà. On a fait tellement de films d'espionnage, tu vois. Et il fallait quelque chose de plus. Et le plus est apporté justement par... Ah d'ailleurs, une chose que je voulais dire qui est très importante, et ça fait partie du plus d'ailleurs, c'est que Carmé m'a dit qu'il y a 2 rôles qu'il a interprétés dans sa vie où c'était tellement 2 pages dans le scénario. Et c'est ceux dont on lui parle le plus. C'est le vétérinaire des fugitifs. Vous pouvez extraire une balle et faire un pansement. Extraire une balle. Il a avalé la baballe en jouant. Et il a avalé la baballe en jouant, ce vétérinaire et le grand blond avec une chaussure noire. C'est faux. Ouais. Et il est extraordinaire dedans. Comme Blier, un moteur de comédie, il apparaît assez tard dans le film, Carmé, mais quand il arrive avec son petit survêtement et cette énergie qu'il insuffle au film tout d'un coup, il est magique, quoi. C'est un grand acteur. Et Yves Robert, qui signe le scénario en premier, n'a pas écrit une ligne. Et c'est formidable. Ça, j'écris dans mes mémoires, on paye pour apprendre quand on est scénariste, tu vois. Et comme je veux pas me venger d'Yves que j'aimais bien, je dis simplement il aimait bien être le patron de tout, y compris du scénario. Mais il y a un passage seulement qu'il a écrit, ou en tout cas qu'il m'a demandé d'écrire, parce qu'il trouvait que mes scénarios étaient trop géométriques. C'est-à-dire que il aurait voulu que ce soit un peu moins géométrique. Et il m'a dit, au lieu d'aller directement chez le dentiste, fais quelque chose d'autre. Je le fais passer par le bois. Il se dirige vers le bois. Il se dirige vers le bois. Et j'apporte, si tu veux, du bois à mon feu d'ailleurs, parce que quand il dit, mais pourquoi il donne à manger au canard? Pourquoi il donne à manger au canard? C'est que tout ce qu'il fait est suspect. Ah oui, c'est ça, il rame. Il rame. Mais là, il a ajouté un passage que je déteste. C'est quand il crève son vélo, son pneu Carmé. Il a dit, alors les petits vélos? Alors les petits vélos, on les crevait? Non, on joue. Et c'est pas du tout moi, ça. Tiens, fume, papa. C'est du bon. Oh, merci bien les petits vélos, hein. Alors les petits vélos, ça va les petits vélos? Bon, ça c'est pas de moi. Et toi, Alistair, est-ce que vous avez les mêmes problèmes en musique? C'est-à-dire que de temps en temps, tu te rends compte que c'est pas toi quand on te demande d'ajouter un truc ou de le retirer. Ah bah oui, et puis surtout, alors en musique, il y a un problème, c'est les tonalités et tout ça, parce que parfois, il y a des harmonies que tu peux pas atteindre techniquement, donc des tessitures que tu peux pas atteindre, et
il y a sans doute un côté aussi d'oreille comme ça qui doit ressembler en effet à ce que doit être un bon dialogue ou pas, ou ce qu'on reconnaît être possible pour soi et pas pour d'autres, quoi. Ça, c'est sûr. Et je fonce sur l'asphalte. Moi, les musiciens sont des gens très mystérieux pour moi. Hein. C'est comment ça s'attrape? Oh là. C'est ça, c'est-à-dire que comment tu es arrivé à la musique, c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que tu es un littéraire aussi. Donc les deux ensemble, ça m'intéresse. Mais oui, mais on parle pas de moi là, je vais pas. Si, on parle de toi, je vais te dire pourquoi. Parce que tu fais partie du trio. Bienvenue dans la famille. Et que tu es un créateur aussi. Pour cette raison-là, on fait un trivia sur toi, très court. Okay. Non, mais non, mais pour revenir, en plus, j'ai aussi écrit pour la télévision des sketchs comiques très courts. Bonsoir, ce soir je reçois 2 immenses fans de James Bond. Eric et Ramise. Il y a un lien pour moi entre écrire une chanson de 3 minutes et écrire un sketch de 30 secondes. Il y a une façon d'utiliser les mots et d'aller à l'essentiel, mais en même temps en essayant de profiter du peu d'espace pour se faire remarquer, quoi. Hein. Et puis il y a ça c'est le boulot. Et puis après, en effet, quand on est en collaboration, alors ça c'est autre chose. Soit quand on écrit de la musique avec quelqu'un d'autre ou un chanteur, par exemple, interprète votre chanson, ça c'est souvent un problème qui doit ressembler à celui d'un tournage. Est-ce que tu les diriges comme un metteur en scène dirige un acteur? Tu voudrais bien, mais c'est pas possible, à moins de séquestrer les gens. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y a un moment, tu es obligé, à moins de te battre physiquement. Je veux dire, tu laisses les gens aussi s'approprier ce que tu as écrit. Ouais. Sinon, c'est pas la peine. C'est exactement ce que je voulais te faire dire. Parce que ça prouve la ressemblance entre les deux métiers, en fait. Oui. C'est 2 métiers de création. Et moi, il y a des moments où je pouvais pas diriger un comédien. J'en ai parlé d'ailleurs. Il y a des très grands comédiens que tu peux pas diriger parce qu'ils ont travaillé le rôle chez eux avec leurs femmes. Et tu peux pas leur faire changer de musique, tu vois. Et c'est pour ça que le mot que tu viens de dire, séquestration, tu peux pas effectivement l'enfermer dans une géole en lui tapant dessus pour qu'il dise la réplique comme tu. D'ailleurs, il n'y arriverait pas. Mais il faut du temps. En plus, mais après, alors c'est aussi les destins des uns et des autres professionnels. Mais il faut du temps aussi. Quand j'étais jeune, entre guillemets, ça m'était insupportable. Je faisais je somatisais de ce genre de choses. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Mais c'était vraiment douloureux pour moi d'imaginer qu'on allait d'une certaine façon soit violer, soit trahir quoi que ce soit. Quoi. Même quand je faisais un gars, une fille avec Dujardin et l'ami. J'avais pas le droit d'aller sur le plateau. Parfois, je voyais les trucs, j'étais consterné. Parfois, je me disais, mais putain, mais c'est génial. Mais j'étais là chez moi, c'était terrible. C'était terrible. Tu me racontes ma vie, là. Oh, bah parce voilà. que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, j'arrivais dans les premières projections privées des films que j'avais écrits et pas réalisés, et je reconnaissais pas du tout ma musique. Un type comme Lautner, par exemple, faisait beaucoup de sons témoins, tu vois. Et ensuite, il faisait de la post-synchronisation parce qu'il n'aimait pas diriger les comédiens. Il était timide par rapport aux comédiens. Ce qui fait que, bon, à la limite, il les laissait jouer comme il voulait. Et ensuite, en post-synchro, il rattrapait les coups. Mais c'est pas la vraie musique, tu vois. La vraie musique, c'est pas comme ça que ça s'obtient. C'est dans l'émotion du jeu. Et quand tu me racontes, toi, que de temps en temps, tu somatisais là-dessus, moi aussi. C'est-à-dire, je ressortais de la salle de projection privée, navré, en me disant, mais... Et ça m'a poussé à faire de la mise en scène, d'ailleurs. Et tu t'es rattrapé par la suite en torturant tes acteurs, en leur faisant faire 50 prises comme un de la comédie. Le maximum que j'ai fait, c'est 45. Ah ouais, c'est pas loin quand même. Mais ce que je voulais... Papa, quand d'un coup, tu tombes sur un acteur comme... pas toi, parce que c'est pas ta génération, mais Saturnin Fabre, ou des gens même comme Louis Jouvet, des gens comme ça, ils ont une musique et ils arrivent avec une couleur très particulière, il faut pas casser ça. Et puis, je vais vous dire... Vous m'êtes particulièrement sympathique, mademoiselle Dora Meunier. Moi? Ah, j'aurais pas touché. Du coup, j'ai revu d'ailleurs pour un de tes podcasts, c'était l'assassin. Il y a des orfèvres. Il y a des orfèvres, oui. Et c'est fou parce que il tombe toutes les phrases, Jouvet. Parce que, je vais vous dire, vous êtes un type dans mon genre. Avec les femmes, vous n'aurez jamais de chance.
Bon, ben voilà, on va essayer de régler ça. Assieds-toi, mon petit bonhomme. Alors maintenant, raconte-moi ça comme si j'étais de la famille. Je t'écoute. C'était ça, il tombait toutes les... Si tu dis à un type comme ça, mais pourquoi tu tombes toutes tes phrases? Alors bon, maintenant, mon petit bonhomme, tu te plantes là, hein? Ouais, bien sûr. Bah, c'est pareil un petit peu avec Rochefort, qui a ce côté jouvet un peu, et il fallait pas toucher à ça. D'ailleurs, tu as eu une expérience que tu nous as déjà racontée, donc tu ne nous raconteras pas une nouvelle fois. Je voudrais parler très très brièvement, parce que là, pendant 5 minutes, vous avez réussi à faire quelque chose dont mes auditeurs rêvent depuis toujours, c'est me faire taire. Donc bravo. Baïonné. Revenons à notre Grand Blond rapidement. Et il y a eu un remake, c'était donc une tradition qui est des remakes ratés de tes films en Amérique. Et ça, c'était le premier d'une longue série en 85 avec Tom Hanks, l'homme à la chaussure rouge. Tu l'as pas vu celui-là, Alistair, dans ta recherche? Je savais même pas que ça existait. There he is. Which one? The man with one red shoe. Si, il y a eu un remake qui était assez raté. C'était avant que Tom Hanks n'explose avec Big. Donc, il n'était pas encore la star qu'il allait devenir. Et même lui regrette un peu le film. Parce que, comme d'habitude, ça a été un peu perdu à la traduction, lost in translation, comme on dit. Et c'est vrai que c'est compliqué, les remakes, comme tu le sais mieux que personne, Francis. Parce qu'à part celui que tu as fait toi-même avec Les Trois Fugitifs ou celui qu'a fait Mike Nichols avec La Cage aux Folles, où il est resté très près de l'original, c'est assez raté en général. Oui, parce que j'en ai eu 8 ou 9, moi, de remakes. Et il y en a pas beaucoup qui m'ont plu. Si je te disais que j'ai même pas vu le film avec Tom Hanks, et que j'ai mis 10 ans peut-être à voir le Buddy Buddy, c'est-à-dire l'emmerdeur, avec Walter Matthau et Jack Lemmon. Ouais. Fait par Billy Wilder, parce que je savais que c'était mauvais, tu vois. Et pourtant, Alistair, c'était mon idole, Wilder. Oui. Ils n'ont pas de sexe. Non, docteur. Ils n'ont pas de sexe. Alistair, tu sais qui jouait le rôle de Jean-Pierre Darras dans le remake de l'emmerdeur américain de Billy Wilder? Nine. Klaus Kinski à propos de Nine. I do not know the gentleman. What did you say his name was, Mr. Clooney? Aïe, tu vois, j'ai senti le truc arriver, quoi, tu vois. Je n'ose même pas y penser, je ne voulais pas savoir ça. Pourquoi tu m'as dit ça? Je vais mettre ça dans ta tête avant qu'on finisse. Bien, merci mes ciné-buddies pour ce voyage dans les années 70 et dans la filmo de Francis. Alistair, tu es maintenant comme un frère et Francis comme un père. Donc, jamais 203 et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. Tu es toujours le bienvenu et c'est toujours un grand plaisir de t'accueillir. Moi aussi. Alors, je voulais dire, moi, que comme tu es comme un frère, Alistair, je vais déshériter Jean pour toi. Merde, j'aurais dû me taire. Merci beaucoup. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Plus likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff et l'excellent montage de la grande Katia Lazareva. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alistair? On tourne en rond, merde. On tourne en rond, merde. On tourne en rond, merde. C'est beau, ça. Au sommet, quoi. Ah ouais, c'est formidable. D'ailleurs, Yves Robert disait c'est un accélérateur de comédie. Et c'est vrai. Hein. Ouais. Tout à coup, il relance la comédie comme ça. À propos, ta catchphrase? Francis Weber, le grand pied noir avec une petite blonde. Le grand noir avec un Loden vert, tu te rappelles, c'est ça, quand l'Operson fait son casting à l'aéroport, il est comme un réalisateur, c'est beau ça. Ouais. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcasteur avec 5 passeports et une fausse dent en cyanure dans la bouche. Il n'y a qu'une dent en cyanure dans la bouche à Jean. Voilà mes amis, c'est plié. Bernard Plié. Oh, allez.